Hello, je vais nettoyer quand même mon petit micro. Ah, voilà. Bonjour, hello, hello. Ah, est-ce qu'on entend cette fois-ci? Est-ce que vous m'entendez? Salut les audacieuses. Je vais voir si vous m'entendez bien. Est-ce que le son est bon? Alors, est-ce que le direct a bien été diffusé? Ouais, super. Ok. Allô? Bonjour. Salut Jennifer. Hello. Ah, cette fois-ci, vous m'entendez. Voilà, Super. Bon. C'est le Ça petit va? souci du studio. Ouais, ça va et toi? Oui, très très bien. Très très bien. J'essayais juste de gérer les enfants pas très loin là. C'est encore les vacances en région parisienne. Donc, juste après le goûter, les enfants sont surexcités. Je pense que c'est le sucre. Le sucre. Bon, bonjour à toutes les audacieuses. Aujourd'hui, c'est toutes. On a juste un homme aujourd'hui parmi nous, Damien, décidément. C'est moi. Voilà. Alors, moi, on m'appelle pas l'audacieux, on m'appelle le téméraire. Le téméraire. Ça a été adopté alors. C'est ça, exactement. Super. Bonsoir à toutes les audacieuses qui sont présentes aujourd'hui. Et bonsoir aussi à celles qui vont regarder en replay. S'il vous plaît, si vous regardez en replay, mettez-nous une petite note, écrivez replay en commentaire, histoire que nous, on puisse le savoir. Et voilà, ça nous permet de voir combien vous êtes après, etc. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on va parler de la micro-entreprise, tout ce que vous n'avez jamais osé demander autour de votre micro-entreprise, tout ce qu'on ne vous a pas dit, tout ce qu'il faut savoir, bref, l'essentiel autour de la création, autour de la gestion des micro-entreprises. Alors, vous êtes nombreuses normalement dans le réseau, pas normalement, assurément. Vous êtes nombreuses à être micro-entrepreneuses et vous faites bien parce que c'était une occasion en or. Mais on s'est dit que ce serait sympa d'avoir des experts, d'avoir des personnes qui allaient justement donner des petits conseils sur la meilleure manière de gérer sa micro-entreprise, mais aussi sur les risques, les choses auxquelles il faut faire un petit peu attention. Il y a énormément de nouveautés entre le moment où la micro-entreprise a démarré et aujourd'hui. Je crois que ça fait plus de 10 ans, c'est ça? Je sais pas si... Ouais, c'est ça. Voilà. 2009, c'était ça. Hein. Exact, 2009. J'ai fait partie des premiers à créer une micro-entreprise en 2009. Et donc, du coup, il y a énormément de choses qui ont évolué. Et je me suis dit, on s'est dit, en tout cas, ce serait intéressant d'en parler avec vous ce soir. Coucou. Alors, qui me dit coucou là? Vous savez, les filles, je vois pas forcément les noms. Donc, n'hésitez pas, quand vous commentez, à dire qui vous êtes, parce qu'il faut que j'aille en même temps sur Facebook pour voir votre nom. Avant de commencer, parce qu'on a déjà eu quelques questions, je vais laisser les deux personnes. Salut C7, c'est C7 qui est là. Je vais laisser les deux personnes qui sont avec nous, donc Laura et Damien, se présenter et dire qui ils sont, ce qu'ils font. Bonjour à tous. Donc moi c'est Laura, je travaille au sein du cabinet l'expertcouple.com. J'accompagne d'ailleurs Jennifer au sein de sa structure et son compagnon Ludovic. Voilà. Donc en fait moi ça fait 6 ans donc je suis au sein de ce cabinet et au quotidien je m'occupe essentiellement de créateurs d'entreprises. Voilà, je les aide dans leur projet de création. Donc j'ai beaucoup de clients qui passent d'abord en auto-entreprise. Et puis, au bout d'un moment, au bon moment, du coup, ils me contactent pour que je puisse voir avec eux est-ce que c'est le bon moment pour changer de statut ou non. Donc, voilà, c'est vraiment des sujets qu'on aborde tous les jours. Donc, je suis ravie d'être parmi vous et je vous laisse mon compatriote Damien se présenter. Moi, c'est Damien. Damien, je fais le même métier que Laura. J'accompagne des freelances, plutôt des personnes qui sont en société, mais j'ai beaucoup d'auto-entrepreneurs aussi qui contactent. J'accompagne notamment une autre personne du cercle des audacieuses qui est aussi Jennifer. Et donc, c'est grâce à elle qu'on est là aujourd'hui. Hein. On peut se permettre de vous présenter ce thème-là. Et voilà, au quotidien, on accompagne dans la création de la société, sur les conseils au niveau de l'optimisation fiscale et sociale quand on est en société, mais on accompagne aussi des auto-entrepreneurs pour savoir quel statut est le plus adapté. Et c'est là, en fait, où on va pouvoir vous aider, c'est de savoir aussi comment gérer l'auto-entreprise au quotidien, quels sont les petits tips qu'on peut donner, et ensuite, c'est l'après. Parce qu'au bout d'un moment, quand on développe son activité, c'est l'après.
qu'est-ce qui se passe après l'auto-entreprise? Ben justement, alors juste petite précision, vu que vous avez vu, on a deux consultants qui accompagnent les deux Jennifer qui sont à la tête du cercle des audacieuses. C'est un peu volontaire du coup de notre part aussi à Jennifer et moi de les faire participer. Déjà parce que le principe du cercle des audacieuses, c'est de partager quand on a des recommandations, c'est faire preuve de générosité. Donc voilà, on s'est dit, il fallait que vous puissiez aussi découvrir ce qu'il faisait, découvrir comment est-ce qu'il nous accompagne. Avec Jen, vous savez que quand on n'est pas satisfait, on ne recommande pas. Voilà. Donc si on recommande, ou en tout cas si on met en avant, on valorise, c'est que voilà, tester, approuver de notre côté. Mais ça, on en parlera une autre fois. Pour rebondir sur ce que tu as dit, Damien, il y a une question qui me vient là à l'esprit avant d'aller un peu plus sur les questions que j'ai. Tu disais le statut auto-entrepreneur, à un moment donné, il faut changer. Mais comment ça? Parce qu'il y a plein de personnes qui se disent pas forcément qu'il faut changer de statut, en fait. Qu'est-ce qui fait que tu dis, en tant qu'expert, en tant que consultant dans l'accompagnement des entreprises, que tu dis que le statut auto-entreprise, la micro-entreprise, ça peut pas durer éternellement? En fait, si tu veux, Jennifer, on a plusieurs situations. Et j'ai eu le cas juste avant de faire ce live. C'est une personne qui s'est lancée en auto-entreprise, parce que c'était le plus rapide. Mais quand on est, par exemple, inscrit à Pôle emploi, c'est pas toujours le statut le plus adapté. Parce que l'auto-entreprise, quand on est à Pôle emploi, ça va jouer sur votre Pôle emploi. Et on peut trouver une autre manière d'optimiser ses revenus, notamment dans cette situation-là. Après, quand je parlais d'évolution, c'est que au départ, quand on commence l'auto-entreprise, on a des aides qui sont notamment l'ACRE qui nous permet de bénéficier d'une exonération partielle de cotisation. La première année, on est sur 5,5. La deuxième année, on est sur du 7-8%. Et la troisième année, environ 16%. Et à partir de la quatrième, on arrive sur 22% de charges sociales. Ces charges sociales sont calculées sur le chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que si vous faites un chiffre d'affaires qui est aux alentours de 50 000 euros, par exemple, on va être sur 1100 euros de charges sociales, non, un peu plus, 11 000 euros de charges sociales. Alors, attends. Réexplique-moi, parce que là, je pense que tu m'as perdu quand tu as commencé à parler des chiffres. Okay. Et c'est possible que ce soit le cas pour d'autres. Alors, du coup, c'est 22% de Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Essayons juste de vulgariser pour que tout le monde puisse bien comprendre, en fait. Parce que quand on parle de chiffres, il faut qu'on arrive à comprendre, est-ce que ça veut dire que c'est plus pour moi ou est-ce que ça veut dire que c'est moi? Qu'est-ce que ça représente exactement dans ma vie, etc. Tu vois? Plus tu vas avancer en termes de temps, plus tu vas avoir des charges sociales importantes à payer. Voilà, okay. Parce que tu bénéficies de moins en moins de l'exonération et de l'aide que peut poser. D'accord. Donc, c'est 22% de charges sociales à partir de la quatrième année. Donc, comme je le disais, sur un chiffre d'affaires de 50 000 euros, on va être sur 11 000 euros de charges sociales. Ah ouais, ok. Et parfois, c'est pas forcément le statut, le taux de charge sociale n'apporte pas forcément une couverture très importante. Qu'est-ce que tu veux dire par là quand tu parles de couverture? Tu veux dire sociale? Oui, voilà, couverture sociale en termes de maladie, retraite et de prévoyance. D'accord. Si on est une personne, parce que là encore, c'est surtout en fonction de la vision des choses, parce qu'il y a des personnes qui arrivent chez nous et qui nous disent clairement, moi, je m'en fous de la couverture sociale, ce que j'ai besoin, c'est d'en avoir le plus dans ma poche. Et d'autres vont nous dire, moi, j'aimerais bien quand même être couvert parce que voilà, j'ai des soucis de santé ou autre. Et là, quand on est en auto-entreprise, c'est pas forcément bien couvert, quoi. Donc, d'accord. Ok, alors juste pour récapituler, c'est hyper intéressant. Je découvre aussi beaucoup de choses avec vous aujourd'hui. Donc moi, je suis pas en statut micro-entreprise, je l'ai été pendant un moment. Aujourd'hui, j'ai un statut de société. Mais étant donné que j'accompagne aussi beaucoup d'entrepreneurs et que je contacte, on me demande régulièrement des conseils, ça m'intéresse aussi d'en apprendre autant. Donc, si je comprends bien déjà, alors là, j'ai mis un titre qui peut un peu choquer, mais on changera. Vous allez voir, les questions vont défiler au fil de l'eau. La micro-entreprise n'est pas toujours le statut approprié. Et je dis, écoutez bien, parce que c'est de ça dont on est en train de parler là actuellement. C'est un statut dont on vante les mérites depuis un petit moment. Mais première chose que tu es en train de nous apprendre là, c'est que plus je suis micro-entrepreneur, en tout cas, entre la première et la quatrième année, plus je vais payer cher en cotisation sociale. En charge, pas trop. Non, charge, cotisation. En charge sociale.
En charge sociale. J'ai pas de charge patronale, je crois, quand je suis en micro-entreprise. Les deux sont confondus. Les deux sont confondus. OK. Donc, plus je vais payer cher en charge. Donc, ça veut dire qu'à la fin de l'année, quand je suis au moment où je déclare tout ce que j'ai payé, ou est-ce que c'est tous les trimestres, je crois, pour la micro-entreprise? Tous les trimestres? Tous les trimestres, ouais. OK. Le pourcentage que j'aurai à reverser à l'État sera plus élevé. C'est ça, au fur et à mesure des années. Au fur et à mesure du temps. OK, donc ça, c'est le premier inconvénient, si on pouvait dire. Deuxième inconvénient, tu as parlé de la couverture sociale. C'est ça. Donc, en gros, ça veut dire que je suis moins bien couvert si jamais j'ai un souci de santé. Admettons que il y a quelque chose qui se passe dans la vie. Malheureusement, il peut se passer plein de trucs qu'on ne prévoit pas. Un accident, quelque chose, ça peut être compliqué pour moi. C'est ça. D'accord. OK. Très bien. Par exemple, on a beaucoup de clients, nous, qui profitent, surtout vu le contexte, on a beaucoup qui sont inscrits à Pôle emploi. Et du coup, quand tu es à Pôle emploi, le chiffre d'affaires que tu encaisses sur ta micro-entreprise, il faut savoir que ce chiffre d'affaires-là, c'est comme du salaire, concrètement. C'est comme ça qu'il est interprété. Donc, il va falloir le déclarer à Pôle emploi. Et donc, peut-être qu'en créant un autre statut, comme une SASU, par exemple, où là, on peut faire la distinction entre vraiment le salaire et les ventes et le chiffre d'affaires, parfois, ça peut peut-être être plus intéressant pour percevoir plus de chômage, par exemple. D'accord. Ça peut être intéressant. Et on a aussi des clients. En fait, c'est du cas par cas. Hein. C'est vraiment ça l'intérêt, c'est que selon une personne à une autre, ça va pas être forcément le même conseil, mais on peut avoir des clients qui font ça aussi à côté. Ils ont peut-être un CDI, ils sont déjà en activité salariale et ils ont déjà des revenus qui rentrent, une couverture, ils sont bien protégés. L'inconvénient de la micro-entreprise, c'est que, comme l'a dit Damien, dès que tu as du chiffre d'affaires, tu dois payer des charges sociales. Donc, c'est un peu dommage de repayer des charges sociales, alors que, au final, tu es déjà bien couvert, vu que tu as un CDI à côté, c'est des cotisations pour rien, entre guillemets. D'accord. Et du coup, est-ce que vous, dans vos accompagnements, enfin, justement, vous essayez de voir quelle va être la meilleure solution pour les personnes qui veulent avoir une certaine sécurité financière, mais qui ont quand même envie de se lancer dans l'activité entrepreneuriale? Oui, bien sûr, c'est ce qu'on fait finalement tous les jours. C'est le cœur de notre métier, en fait. C'est le conseil. C'est quand on a une personne qui nous appelle, déjà une personne qui souhaite, qui est salarié, qui souhaite passer dans l'entrepreneuriat. On va essayer de savoir, parce qu'il y a plusieurs dispositifs, on pourra en reparler, mais plusieurs dispositifs pour toucher le Pôle emploi derrière et ne pas forcément partir sur un statut d'auto-entreprise. On a la rupture conventionnelle qui nous permet d'aller toucher à Pôle emploi, mais on a également la démission reconversion qui peut, elle, aussi permettre de toucher Pôle emploi dès les premiers mois. Donc ça, c'est des autres sujets, c'est pas forcément... justement, il y a une question, je crois, là-dessus. Ouais, justement, la question, c'était ça. Si je démissionne pour créer une entreprise, est-ce que je peux percevoir mes indemnités chômage? Alors, il y a différentes façons. Il faut voir votre contexte, le contexte particulier de la personne, parce que si la personne, ça fait plus de 5 ans qu'elle est salariée de manière consécutive avec un ou plusieurs employés, elle pourra faire ce qu'on appelle le dispositif démission-reconversion. Ça consiste en quoi? C'est avant de démissionner, on prépare un dossier. Un dossier qu'on fournit à l'APEC, c'est un organisme public, avec un accompagnement de la part d'un des conseillers de l'APEC. On prépare un dossier. On fournit auprès du Pôle emploi et d'une commission. La commission statue sur la viabilité du projet. Et si le projet est viable, on accepte que la personne puisse démissionner pour se reconvertir en entrepreneur. Et là, à ce moment-là, vous déposez votre démission et vous pouvez, grâce à ce dispositif-là, toucher Pôle emploi tout de suite. Mais il y a certaines conditions. Donc, je l'ai dit, avoir 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs sociétés de manière consécutive, d'être en CDI. Et voilà, je crois que c'est les deux plus grosses contraintes pour bénéficier de cette démission reconversion. Et surtout, il ne faut pas démissionner, pardon. C'est ce que je précise, et ça, il faut bien faire attention, ne pas démissionner avant d'avoir eu l'accord, parce que sinon, vous n'aurez pas droit pour l'emploi. D'accord. Ah oui, c'est pas évident, en fait. C'est assez long en plus, donc c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir faire du jour au lendemain. Le dossier avec l'APEC, tout le processus, ça prend à peu près dans les 6 mois, je crois. Donc c'est quand même assez long. Mais si on a le projet de se lancer, c'est peut-être une solution. Après, la première chose à faire, c'est d'essayer de voir si on peut avoir une rupture conventionnelle. Là, ça serait le plus simple.
qu'on demande à son patron, est-ce qu'il est OK? Après, ça dépend des employeurs. Mais s'il refuse, alors on peut peut-être envisager le dossier reconversion, enfin démission reconversion. D'accord, ok. Donc 6 mois à peu près, les filles, vous avez retenu, hein, vous avez entendu. Parce que ça, c'est une question aussi qui vient très, très souvent. J'avais une autre question qui est partie et qui va revenir, c'est pas grave. En attendant, je vais faire défiler une autre question. Jennifer, oui. Ce qu'il faut retenir par rapport à ce qu'on apporte aussi dans cette période des 6 mois, c'est justement où là, on peut apporter notre expérience, c'est d'accompagner sur un business plan. Le business plan, qu'est-ce qui va permettre? Justement, d'appuyer la viabilité du projet. Un business plan, ça permet de donner une idée de ce qu'on va avoir comme résultat, comme chiffre d'affaires, comme activité au sens global. C'est un peu un bilan provisoire, quoi. On essaye de montrer au Pôle emploi le projet qu'on a. Voilà, j'ai prévu d'avoir tant de chiffre d'affaires. Et quand on se lance, on ne sait pas du tout ce qu'on peut passer dans la compta. C'est un peu le flou quand on se lance. Donc, nous, on est là pour justement accompagner aussi les personnes en leur disant, les charges, voilà ce que tu peux passer en tant que charge déductible, entre guillemets. Et comme ça permet d'avoir une vision un peu de projeter, en fait. On peut se projeter sur ce qu'on a prévu de faire et ça appuie fortement le dossier à Pôle emploi. Ok. Vous avez parlé de la PEC, juste. La PEC, ils suivent, de ce que je sais, peut-être que je me trompe, ils suivent majoritairement les cadres. Donc, si on n'a pas de statut cadre, est-ce qu'on peut quand même aussi faire ce dossier? Alors, il y a d'autres organismes. Nous, on parle de la PEC parce que c'est celui qu'on rencontre le plus régulièrement, mais il y a d'autres organismes, et on pourra donner les noms, mais il y a d'autres organismes qui font ce travail-là. Je ne sais plus comment le terme, mais on pourra en retenir. Mais c'est vraiment souvent la PEC en lien. D'accord, ok. Bon, en tout cas, c'est pas figé. Donc, si j'ai un statut d'employé ou assimilé, je sais pas quoi, enfin peu importe, il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. Ok. Comme le disait Laura, je pense que l'intérêt aussi, c'est de pouvoir négocier cette rupture conventionnelle. La négociation de rupture conventionnelle, elle est importante. Avec son employeur, on peut négocier. On peut dire, écoutez, moi, l'indemnité qui est légale, on peut baisser de l'autre côté les congés payés que j'ai engrangés. Et du coup, ça stabilise la chose et l'employeur est peut-être plus ouvert à faire une rupture conventionnelle. Ça, il y a des moyens de négociation qui sont importantes là-dessus. Ok. Il y a une autre question qui revient quasiment tout le temps. C'est voilà. Dois-je absolument ouvrir un compte bancaire pour ma micro-entreprise? Et attendez, je crois que je l'ai eu en deuxième. Voilà, et ça va avec l'autre question qu'on a eue tout à l'heure, qui nous a été posée en commentaire. Y a-t-il un minimum de CA pour avoir un compte bancaire professionnel pour son activité? Et là, c'est aussi une personne qui a une micro-entreprise. Donc vraiment, la question du compte bancaire avec la micro-entreprise, comment ça fonctionne? Alors, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un compte bancaire professionnel si vous ne dépassez pas, il me semble, 10 000 euros de chiffre d'affaires. Au-delà de 10 000 euros de chiffre d'affaires, vous devez ouvrir un compte bancaire professionnel dédié à l'activité. Alors ça, sur quelle période? C'est une nouvelle réforme. C'est sur un an. On est sur un an, ok. D'accord. Ok. Donc, il y a bien un minimum, comme poser la question. Je crois que c'est Sadio qui a posé cette question. Ok. Après, si on est en dessous, donc effectivement, on n'est pas obligé, mais on conseille quand même d'avoir au moins un compte dédié quand même. Même si c'est un compte courant classique, un compte bancaire classique, au moins qu'il soit dédié à la structure. Comme ça, on sépare le pro du perso. Et si un jour, il y a moins de contrôle sur les micro-entreprises, mais si un jour les impôts contrôlent, c'est quand même peut-être plus facile à montrer aux impôts. On montre que le relevé bancaire de l'activité pro. Et en plus, comme ça, les impôts n'ont pas une vue sur les relevés bancaires perso, quoi. Ça les regarde pas forcément. Donc, c'est quand même conseillé d'avoir au moins un compte dédié, quoi. Ok. Autre question, c'est quoi la différence entre l'ACRE et la NACRE? C'est le pré-NACRE, je pense. Je vois que ça, à mon avis. Donc, l'exonération ACRE, donc là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la réduction de charges sociales. Donc, anciennement, c'était sur 3 ans. Quand on créait sa société, on faisait un dossier à l'URSSAF pour faire une demande d'exonération de charges sociales. Maintenant, il faut toujours faire le dossier, mais toutes les créations à partir de 2020, il me semble. Donc, dès qu'on crée une micro-entreprise à partir du 1er janvier 2020, il faut faire donc un dossier toujours. Il faut répondre à certains critères. Donc, en général, il faut soit avoir moins de 25 ans, soit être à Pôle emploi.
En général, si vous avez au moins c'est un des 2 critères-là, logiquement, vous pourrez faire la demande ACRE. Et donc, ça sera plus que sur 1 an. La réduction des charges sociales, elle est valable 1 an, donc les 4 trimestres exactement. Donc, ça, c'est important. Ça, c'est une petite nuance, mais c'est important de créer sa micro-entreprise en début de trimestre. Parce que si vous créez en mars, là, vous avez perdu 3 mois d'exonération ACRE au final, enfin 2 mois d'exonération ACRE. Donc, ça, c'est important qu'on crée sa micro-entreprise en début de trimestre pour pouvoir profiter pleinement de ces 4 trimestres de réduction de charges sociales. Et donc, c'est valable donc 1 an. Et à la place de payer 22% pour quelqu'un qui fait de la prestation de service, on payera que la moitié. Donc, c'est vrai que c'est quand même intéressant de payer moins de charges sur ses ventes, quoi. Ok. Donc ça, c'est la réduction. Après, le prêt NACRE, c'est ça, hein, Damien, moi, je ne connais pas trop, mais j'en ai vu quelques-uns passer. C'est un emprunt qu'on peut avoir à titre perso, ça. C'est ça, hein, c'est une aide. Il y a 3 acronymes, et le prêt NACRE, c'est totalement autre chose. Il y a 3 acronymes qui sont utilisés par Pôle emploi et l'URSSAF. On a l'ARE, on a l'ACRE et l'ARCE. L'ARCE, c'est un dispositif de Pôle emploi qui permet de toucher 45% pardon, de ses droits au départ. Mais l'ACRE, c'est vraiment une exonération de l'URSSAF. Voilà, c'est l'URSSAF qui l'accorde. Ouais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est une autre écriture qui est… Alors, ils s'amusent toujours avec les acronymes, mais aujourd'hui, on est sur ACRE, ACRE, aide à la création ou reprise d'entreprise. Ok, et le prêt NACRE, du coup, tu disais, c'est un prêt personnel. C'est ça, exactement. C'est pour avoir une aide. Alors, je pense qu'il faut quand même créer une entreprise pour pouvoir profiter de ce prêt-là. Ça, après, c'est plus auprès des banques qu'il faut se renseigner. Mais en tout cas, c'est un prêt à titre perso. Ça ne sera pas un prêt sur la société. C'est vraiment à titre perso. Et ça peut être une petite aide financière pour se lancer, quoi. Avec un taux qui est à 0, je crois. Dans le même principe que les prêts d'honneur, en fait. Ouais. D'accord. Ok, je vois. Très bien. Une autre question. Décidément, il y a quand même pas mal de questions. T'en profiter, hein. Ouais, on a eu, en fait, il y a pas mal de questions qui sont là. C'est des personnes qui verront après et qui n'ont pas pu être disponibles, en fait. Voilà. Voilà. Je veux quitter le statut micro-entreprise pour devenir une vraie société et avoir plus de clients. Qu'est-ce que je dois prévoir? Je pense que c'est plus en termes de coûts et le changement qu'il va y avoir sur les choses à faire. Statut un autre, quoi. Ouais. La grosse différence. C'est une grosse question, hein. La grosse différence qu'il va y avoir, c'est dans la gestion. Aujourd'hui, quand vous gérez votre entreprise, c'est une gestion très simple, avec des déclarations auprès de l'URSSAF, mais on ne garde quasiment pas ces justificatifs parce qu'on n'a pas besoin de le faire. Il n'y a pas de suivi comptable particulier et pas d'obligation fiscale particulière. Demain, quand vous serez en société, il va falloir conserver tous les justificatifs. Et c'est là où la grosse différence va intervenir, c'est que vous allez pouvoir déduire des charges qu'aujourd'hui, vous ne déduisez pas en auto-entreprise, notamment votre restauration, tous les frais de déplacement que vous faites. En fait, en globalité, on va pouvoir déduire toutes les charges qui sont en lien avec votre activité. Voilà, tout ce qui est professionnel. Okay. Qu'est-ce qu'on va aussi devoir faire? Bien évidemment, on va devoir créer une structure. C'est un peu plus long et fastidieux qu'une auto-entreprise. Ou l'auto-entreprise, on l'a créée en très peu de temps. Là, il va falloir établir des projets de statut, déposer un capital chez soit un notaire, soit une banque pour obtenir une attestation et après envoyer le dossier. Et là, le dossier est assez important. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de vous faire accompagner sur cette partie-là parce que ça peut être source d'erreur, notamment au niveau de ce qu'on met dans les documents. Et ensuite, on obtient un CABIS. Parce qu'aujourd'hui, vous avez, c'est l'avis INSEE, tout simplement, en tant qu'auto-entrepreneur. Demain, ça sera le CABIS. Il y aura aussi un avis INSEE, mais la carte d'identité de la société, ce sera le CABIS. Là, de toute façon, concrètement, en auto-entreprise, c'est vrai que c'est un système qui est ultra simple. Vous avez un numéro sirène pour pouvoir facturer, mais c'est à peu près tout ce que ça change. On travaille en nom propre. C'est une façon légale de travailler. Donc, dès que vous avez des ventes, dès que vous avez des encaissements, il faut les déclarer à l'URSSAF, donc tous les trimestres. Vous vous connectez sur le site de l'URSSAF, on déclare le chiffre d'affaires qu'on a encaissé et on paye les fameux 22% de charges sociales.
ou 11 si on a la réduction ACRE. Mais concrètement, c'est la seule chose au quotidien que vous devrez faire. Et une fois par an, vous faites votre déclaration d'impôt pour payer vos impôts sur le revenu. Donc, on prend le total des ventes, on le met dans la déclaration d'impôt et on paye son impôt. Concrètement, ça s'arrête à là, la micro-entreprise. Alors que lorsqu'on a un autre statut, c'est un peu plus lourd parce que là, on va déduire les charges. Donc, il faut faire un bilan aux impôts, en fait, pour leur dire, voilà, j'ai fait tant de ventes, j'ai fait tant de chiffres, tant de dépenses. On calcule vraiment un impôt à payer, mais c'est la société qui paye son impôt. C'est plus vous, forcément, à titre perso, quoi. On sépare le pro du perso, quoi. C'est vraiment ça la grosse différence, quoi. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose qu'une personne peut faire seule? Pour passer en société? Non, oui, enfin, passer en société, j'imagine que oui, mais il faut s'y connaître un petit peu. Ça risque d'être un peu compliqué. Nous, en tout cas, personnellement, moi, je l'ai pas fait. J'avais pas du tout envie. Je me suis dit, je me loupe pas, j'ai pas sur ce genre de truc. Mais je veux dire, même la gestion, tu vois, la gestion au quotidien, au niveau des chiffres, au niveau des bilans, parce que du coup, à la fin de l'année, tu as le bilan à déposer, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'une personne lambda peut faire de manière générale? Sans être comptable, je précise. Ouais, donc lambda, je dirais que non. Ou alors, il va falloir passer beaucoup de temps et je pense que vous aurez autre chose à faire des week-ends, quoi. Techniquement, vous pouvez, hein, c'est pas une obligation d'avoir un expert comptable, mais disons que si vous faites tout seul, déjà, s'il y a des erreurs, c'est vous qui prendrez la responsabilité. Donc ça peut freiner et c'est le risque d'erreur, en fait, c'est surtout ça. Hein. Parce que malheureusement, les impôts, ils ont une petite marge de tolérance, mais ils ont leurs limites, quoi. Donc, le fait d'avoir un comptable qui vous accompagne dans tout ça, c'est le fait de déléguer. On n'a pas besoin de se tracasser avec ça. Et puis au moins, c'est le comptable qui s'occupe de tout et qui prend la responsabilité. S'il y a des erreurs, c'est pas la faute du client. Ok. Et ça prend très, du très temps. bien. Je pense que quand on n'est pas comptable, en général, nous, c'est ce que nos clients nous disent, c'est pas trop leur tasse de thé, donc ils préfèrent des... Moi, j'ai déjà eu quelques personnes qui sont arrivées en me disant j'ai fait ma compta pendant 2-3 ans et honnêtement, à reprendre en tant que comptable, c'est très compliqué parce qu'il y a des notions comptables qui sont pas connues. On doit avoir un équilibrage. Alors là, on parle purement comptable, mais on doit avoir un équilibrage dans le bilan, ce qui arrive quasiment jamais, quasiment jamais quand on fait sa compta seul parce qu'on n'a pas cette notion-là. Et nous, on a les autres logiciels qui sont faits pour. Mais voilà, moi, ce que je conseille vraiment, c'est vraiment d'être accompagné parce que derrière, alors, déjà de faire tout ce qui est, on va dire, technique, déclaration fiscale et sociale, tout ça, mais derrière, vous avez du conseil. Le conseil est très important aujourd'hui. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Hein. Je pense que ce qu'il faut dire, c'est que chacun son métier, quoi. C'est votre métier, c'est de faire ce que vous faites au quotidien, et c'est ça qui vous fait gagner de l'argent. Et vous avez des personnes qui sont spécialisées dans la comptabilité, dans l'accompagnement. Et je pense que c'est important de se faire accompagner, rien que pour ça, parce que vous n'avez pas de temps à perdre avec l'administration et l'administratif justement. Autant se concentrer sur l'essentiel, ce qui rapporte du chiffre d'affaires. Ok. Juste pour continuer dans cette par rapport à ça, j'avais un cas justement, c'est une audacieuse en fait qui avait partagé cette question-là. C'était oui, donc aujourd'hui elle est traiteur, ça marche assez bien, elle est en micro-entreprise et puis elle demandait en fait est-ce qu'elle devait garder toutes les factures, donc tout ce qu'elle dépense par rapport, elle a des outils, des choses professionnelles, etc. Donc, elle fait régulièrement des dépenses, même par rapport à la nourriture, etc. Elle demandait si elle devait les garder. Parmi les premières réponses qu'on lui a dit, non, parce que tu es en micro-entreprise, donc tu dois pas les utiliser. Et puis, elle disait, mais elle se dit peut-être que ça peut servir, ou peut-être la préparer aussi par rapport à la suite. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui est justement dans ce cadre-là, qui aujourd'hui est traiteur, qui fait beaucoup d'achats justement dans le cadre de son activité, mais aujourd'hui, je pense que ces achats, ils sont pas du tout déductibles. Quel conseil vous lui donneriez? Par rapport à son statut ou par rapport à sa gestion des justificatifs? Par rapport à sa gestion des justificatifs, d'abord. Allô? Non, me dis pas qu'il y a un bug. Allô? 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 Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu nous entends, Jennifer? Oui, je vous entends. Là, c'est bon. Purée, il y a eu un bug. Oui, est-ce que tu avais répondu? Du coup, allô?
direct. Tu peux tester avec ton téléphone, avec ton ordinateur. Si tu veux. C'est chiant. Moi, je vois que ça apparaît encore dans le groupe. Hein. Ah, il y a un bug. Bon, il y a Stéphane qui a un bug. Allô? Ah, je crois que c'est de votre côté. Parce que de mon côté, ça semble bien marcher. Oui, il y a un bug. Stécie, reste là. On revient tout de suite. I don't know what's going on here. Hello? Allô? Bon, ils vont revenir. Il y a eu un petit bug. C'est de leur côté. OK, effectivement. Je les ai prévenus. Je leur envoie un petit message pour leur dire. Les filles, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Hein. Ah. N'hésitez pas à mettre en commentaire si jamais vous avez des questions. Allô? Vous êtes là? Hello? Allô? On vous entend? Allô? Bon, je vais lui passer un coup de fil parce que je pense qu'il essaye de m'appeler. Sauf que je suis en train d'utiliser mon iPhone pour faire ce direct parce que le truc se fait avec mon iPhone. Donc, je vais lui passer un petit coup de fil. En attendant, les filles, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez par rapport à la gestion de votre entreprise, etc. Par rapport au statut de la micro-entreprise, aux questions que vous avez. Enfin bref, n'hésitez pas à poser des questions. Allô? Je crois qu'on a un souci de connexion. D'accord. Non, c'est de votre côté apparemment. J'ai vu les commentaires et mon truc il apparaît encore. D'accord. On va essayer de se mettre dans une autre salle, je pense. Si vous avez un câble réseau que vous pouvez connecter directement au câble réseau, c'est encore mieux. Ok, bah je vous laisse. À tout de suite, ouais. Donc, je suis un peu fatiguée là. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ah oui, voilà, je vous disais, donc si vous avez des questions, les filles, par rapport au statut, par rapport, voilà, par rapport à plein de trucs, n'hésitez vraiment pas. Ouais, n'hésitez pas. N'hésitez pas à poser vos questions. Je crois que j'en avais une autre que j'ai oublié de poser, d'ailleurs, qui revient très souvent. Bon, juste pour celles qui sont arrivées en cours de route. Donc du coup, on avait Damien et Laura qui étaient avec nous. Donc Damien et Laura qui travaillent pour l'expertcomptable.com. L'expertcomptable.com, c'est un site en ligne qui propose des services d'expertise comptable. Et donc en fait, c'est des comptables, mais c'est hyper digitalisé en fait. Et c'est hyper intéressant. Moi, je suis cliente chez eux. Jen aussi, donc les deux Jennifer sont clientes chez eux. Mais en fait, c'était trop marrant parce que moi, j'étais cliente chez eux et Jen, à un moment donné, elle cherchait un comptable. Et elle cherchait un expert comptable pour l'accompagner, etc. Donc d'abord, elle commence toujours dans le cercle des audacieuses, etc. Donc elle pose des questions, etc. Et moi, je lui dis, écoute, je suis accompagnée par un super cabinet si tu veux, etc. Blablabla. Et je sais pas, elle a pas retenu tout de suite l'information. Où on parle de tellement de choses avec Jen que des fois, voilà, on oublie un truc, etc. Et après, elle me dit, écoute, j'ai un super cabinet comptable et tout, ça y est, je viens de signer chez eux, je suis trop contente, blablabla. Et elle commence à me décrire. En plus, ils font des prestations comme ça, ils sont très à l'écoute, ils sont ceci, ils sont cela. Et moi, je l'écoute et je lui dis, mais attends, ce serait pas l'expertcomptable.com par hasard? Et elle m'a dit, si, c'est eux. J'ai dit, mais moi aussi, je suis cliente chez eux et c'est eux que je t'ai recommandé et tout. Et elle m'a dit, non, mais c'est pas vrai, etc. Enfin bref, voilà. Donc, il se trouve que c'est comme ça qu'on a appris que toutes les deux, on était clientes avec l'expertcomptable.com. Et c'est aussi comme ça qu'on s'est dit, franchement, on est hyper satisfait de leur service. Elle a commencé à échanger du coup avec Damien que vous avez vu là tout à l'heure. Et puis elle a proposé, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait mettre en place ensemble parce qu'on est toutes les deux assez contentes et voilà. Et donc c'est pour ça que finalement on s'est retrouvés à faire ce direct parce qu'on s'est dit, on veut vraiment apporter de la plus-value aux audacieuses et répondre aux questions que vous posez en fait, parce que on est nombreuses à être dans ce groupe, dans ce réseau. On a beaucoup de questions
Mais le mieux, c'est d'avoir des experts, des gens qui connaissent le truc, des gens qui connaissent tout le cadre aussi légal, etc., qui vont avoir l'expérience aussi du métier que nous, on n'a pas forcément. Moi, enfin, pour ceux qui me connaissent, pour celles qui me suivent, moi, j'ai l'expertise autour de l'entrepreneuriat, autour du mindset, autour de la stratégie, de la réflexion, etc. Mais clairement, la comptabilité, j'en suis encore à me demander c'est quoi une liasse fiscale exactement. Vous voyez, donc voilà, chacun son métier. Et c'est bon, ils sont là. Désolé, on a eu un petit souci technique. Les aléas du direct. Hein. Exactement. Et donc, du coup, tu étais sur le point, Damien, de répondre à la question par rapport à ce que se posait Esther. C'est ça. En fait, moi, ce que je te demandais, c'était par rapport à la gestion de ces frais ou plutôt par rapport à un autre point de vue. Je pense que elle se posait la question sur la gestion de ses frais, si c'était cohérent ou pas. Même si, alors, je pense que connaissant un tout petit peu Esther, elle veut changer de statut, mais elle le reconnaît pas encore, voilà. Mais en tout cas, voilà, elle se pose la question est-ce que c'est judicieux de le faire ou pas? D'accord, ok. Donc par rapport à sa gestion, le fait de garder ou pas ses justificatifs, je dirais qu'il faut quand même le faire malgré tout, même s'il n'y a pas d'obligation au niveau d'une auto-entreprise, ne serait-ce que pour suivre son activité. Je pense que c'est très important. Et après, au moins, faire le point sur les charges qu'on va avoir. Parce que le changement de statut est notamment lié aussi au fait qu'on ait plus ou moins de charges. Forcément, si on a beaucoup de charges, on va plutôt avoir tendance à basculer dans un statut de société ou dans un statut où on peut déduire les charges parce que sinon, ça veut dire qu'en auto-entreprise, on est en train de payer des charges sociales et de l'impôt sur le revenu sur quelque chose qui n'est pas revenu dans notre poche directement et qui est directement sorti chez le fournisseur, en fait, tout simplement. Ça, c'est peut-être un truc exemple, d'ailleurs qu'il faudra clarifier parce qu'il y a des personnes qui vont pas forcément comprendre c'est quoi cette histoire de charge déductible, comment ça, les impôts, etc. Peut-être bien expliquer en fait ce que ça veut dire concrètement dans la gestion de l'entreprise, quoi. En fait, les charges déductibles, c'est quoi? C'est tout ce qui va être en rapport avec votre activité professionnelle. Donc, je prends le cadre de Esther qui est traiteur. Tout ce qu'elle va acheter pour son activité, elle a sûrement un local, elle a sûrement également Fourniture. l'électricité de son local, sa nourriture. Alors après, il y a des abattements plus ou moins importants au niveau de l'impôt sur le revenu en fonction de votre activité. Si vous êtes dans une activité de prestation de service, vous avez 34% d'abattement. C'est-à-dire, par exemple, sur 10 000 euros de chiffre d'affaires, on n'est imposable que sur 6 600. On a 3 400 euros d'abattement, ce qui correspond à 34%. En revanche… Donc, est-ce que ça veut dire concrètement que je garde ces 3 000 euros? En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir dans sa poche 10 000 euros. Ça, c'est les ventes. Okay. Par contre, on doit payer de sa poche toutes les dépenses qu'on a eu besoin de faire pour atteindre ces 10 000 euros. On a eu besoin de faire des dépenses, hein, forcément, dans son métier. Je pense qu'elle a besoin, comme tu le disais, d'acheter de la nourriture. Voilà, elle a peut-être besoin de louer une salle. Enfin, voilà, toutes les dépenses qu'elle a besoin pour travailler. Donc, tout ce qu'on a besoin, voilà, pour exercer son activité pro. Donc, cet abattement de 3 300 euros, là, 3 400 euros, c'est un petit peu pour compenser tous les frais qu'elle a versés de sa poche. Donc, au niveau des impôts, on déclare les 10 000 euros dans la déclaration d'impôt. Par contre, les impôts nous mettent une petite réduction de 34%. Alors, ça, c'est le taux pour les prestataires de services. En micro-entreprise, hein. En micro-entreprise, exactement. Okay. Et quand on fait une autre activité, les taux sont un peu différents. Je les connais pas tous. Hein. C'est 50% pour les activités autres de prestations de services, parce qu'en fait, dans les prestations de services, on a les professions BNC, donc bénéfices non commerciaux, et les prestations de services type le BTP, par exemple, c'est de la prestation de service, mais il y a 50% d'abattement. Et sur les activités de commerce, comme le traiteur, c'est 72% d'abattement. Ouais. Les abattements changent en fait en fonction de l'activité, parce que forcément, un prestataire de service aura besoin quand même de faire moins d'achats que quelqu'un qui fait du commerce. Donc, c'est pour ça que l'abattement est un peu différent. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que en auto-entreprise, on va payer des impôts sur le chiffre d'affaires moins cet abattement-là. Donc, si à titre perso, on fait plus de charges, là, on a une réduction dans notre exemple de 3 400 euros. Mais si on dépense 4 000 euros, du coup, c'est un peu embêtant parce que on paye sur quelque chose qu'on n'a pas vraiment eu dans notre poche, quoi.
D'accord, C'est ok. là que ça peut être intéressant, le changement de statut, c'est ça qui peut nous aiguiller en fait. Et qu'est-ce que ça changerait au niveau… Oui, pardon, vas-y Damien. J'irais même plus loin, c'est que en fait, dans ces charges de 3 400 euros, si on est dans un taux à 22%, par exemple, de charges sociales, sur un exemple de 10 000 euros, on a déjà 2 200 euros de charges. Donc, ça veut dire que les charges qui sont plutôt liées aux charges courantes de la vie de la société, on n'a plus qu'un écart de 1100 euros au final, 1200 euros, pardon. Donc, ça fait que si on fait plus de 1200 euros, ce qui correspond à 12% de charges, parce que les 34%, on peut la décomposer, ce pourcentage, on peut le décomposer de la façon suivante. Les 22% de charges sociales, que ça, quoi qu'il arrive, on doit payer. Qu'on doit payer quoi qu'il arrive, plus 12% qui seraient liés à d'autres charges. Donc, ça veut dire que si on dépasse ces 12% de charges courantes là, ce qui peut correspondre à la restauration, aux frais de déplacement, à LinkedIn, LinkedIn Premium pour quelqu'un qui est plutôt dans le marketing, par exemple, je dis n'importe quoi. Et si on dépasse ces 1200 euros-là, ce sera forcément plus intéressant pour cette personne de basculer dans un statut plus loin, c'est-à-dire sa société, soit EURL, SASU ou entreprise individuelle, par exemple. Parce que dans ce statut de société, l'intérêt, c'est qu'on déduit les charges. Donc, en fait, là, on va vraiment déduire les charges réelles. Donc, tout ce que vous avez besoin pour travailler, vous le payez avec la carte de la société. Et sur le bilan, on fait la différence. Donc, sur le bilan, on fait les ventes moins toutes ces dépenses-là et vous payez des impôts sur ce qui reste. Donc, forcément, s'il y a plus de dépenses que l'abattement, ça peut être plus intéressant de changer de statut, quoi. Ok, donc plus on a de charges, plus il faut se poser la question de est-ce que la micro-entreprise, c'est vraiment le bon statut pour moi. Et par charge, donc il y a cette partie-là et tout. Bon, on va pas rentrer dans une consultation, mais c'est juste pour que ce soit clair pour tout le monde. Il y a tout ce qui va être fourniture, local, sortie. Par exemple, admettons que, alors là, c'est pas forcément le cas parce que confinement et compagnie, et les restaurants sont fermés. Mais si je suis commercial, que je suis amenée régulièrement à voir des gens, à prendre un café, un déjeuner, etc., ça fait partie des charges. C'est ça, exactement. Okay. Tout ce en fait, il faut se mettre dans la peau d'un contrôleur des impôts. Alors, je sais que c'est pas le meilleur des statuts, mais si on se fait contrôler, le contrôleur va dire, OK, j'ai vu ça passer dans la compta, en quoi ça peut être justifiable, en quoi ça permet de développer son business, en fait. Okay. Moi, je dirais qu'il y a trois notions. Trois notions dans ce qu'on peut décider comme charge déductible. D'une part, il faut que ça soit en lien avec l'activité. Si on se dit que c'est pas en lien, il ne faut pas faire cette charge. Okay. Deuxièmement, c'est que ça doit être de manière économique intéressant pour la société. Il ne faut pas mettre en péril sa société par une charge. Je prends un exemple, on fait que 20 000 euros de chiffre d'affaires. On ne peut pas acheter un véhicule à 10 000 euros, par exemple. Parce que ça représenterait la moitié du chiffre d'affaires et ça mettrait en péril potentiellement la société. Okay. Et troisièmement, il faut rester raisonnable. Ça, c'est le point le plus important et justifiable aussi. Il faut avoir des justificatifs. Ça, c'est quand on est en société, c'est très important. On peut payer, inviter, quand ils seront ouverts, on pourra inviter ses clients au restaurant, mais on va éviter de l'inviter peut-être tous les jours, même le week-end, matin, midi, soir, et puis dans des restos 4 étoiles, quoi. Voilà, faut trouver le juste milieu. L'inviter de temps en temps, pas de souci, mais le faire trop souvent. Et puis, si on invite toujours la même personne, on dit aux impôts, ouais, c'est mon client, je l'invite, mais que derrière, il n'y a pas le chiffre d'affaires qui rentre, le fameux monsieur en question n'est pas du tout un client et en fait, il ne rapporte rien. Ça peut être compliqué de justifier aux impôts pourquoi vous l'avez invité autant de fois alors qu'au final, cette personne-là ne vous rapporte rien dans votre business, quoi. Ok, en gros, les filles, ne faites rien de chelou avec la voilà. Dans d'autres termes, c'est exactement ça. Après, si vous avez envie de faire des cadeaux à vos clients, vous pouvez. Ça c'est. Alors là encore, il faut rester raisonnable. Mais nous, par exemple, on fait des cadeaux à nos clients. Mais on reste raisonnable. On est sur un mois, par exemple, nous on prend en termes de mois d'honoraires, on fait un mois d'honoraires offert ou une somme relative à ça. Si vous voulez parce que là j'étais en train de me dire, j'ai pas reçu de cadeau encore. Il faut recommander des clients. ça va arriver. Et en fait, par exemple, là, on en est sorti, mais pendant la période de Noël, on a le droit d'offrir une bouteille de champagne à un client, on a le droit d'offrir des chocolats à un client. Ça, c'est tout à fait possible. Il y a pas de restriction. Il faut juste être raisonnable. Ça, c'est le maître mot. Et se dire, voilà, je mets pas en péril ma société. Je fais ça aussi pour développer mon activité parce que forcément, quand on remercie un client, ça fidélise malgré tout. Et derrière, on arrive à développer son activité, quoi qu'il arrive.
Et je voudrais juste rebondir sur un truc, Jennifer. La question est très bien posée parce que c'est marqué « je veux quitter mon statut d'auto-entreprise ». Il y a plusieurs façons de le quitter. On a de le quitter de manière automatique, c'est-à-dire qu'on dépasse certains seuils au niveau de son chiffre d'affaires. Alors, c'est 72 500 € quand on est prestataire de service et c'est 172 000 environ quand on est commerçant. Et il faut le dépasser 2 années de suite pour être obligé de changer. Mais on peut se dire aussi, moi, l'auto-entreprise, ça me va pas. Ça me va pas parce que quand je parle avec mes clients, j'ai l'impression de ne pas être quelqu'un de sérieux ou de viable. Donc, je préfère basculer sur un statut de société. Où là, ça va me donner peut-être plus de crédibilité, de poids dans mes négociations. Et là, on peut dire, je quitte. Je ferme mon auto-entreprise, je rouvre une autre société. Ça, c'est possible. L'avantage du statut micro, c'est que ça coûte rien à créer, rien à fermer. C'est super rapide. Enfin, c'est très simple. Un formulaire pour la création, un formulaire pour la fermeture. C'est vraiment très, très simple. Donc, c'est bien pour se tester. Je pense que voilà, quand on veut se lancer aussi, c'est vraiment le top. Le statut de micro, quand on ne sait pas trop où on met les pieds, qu'on veut se lancer, c'est vraiment top. Après, voilà, effectivement, parfois, on peut atteindre vite les limites, soit en termes de charges, soit en termes de crédibilité. Voilà, il y a plein de petits facteurs qui font que peut-être ça peut être le bon moment pour changer. Mais comme tout statut, il y a des avantages et des inconvénients en fait. Il faut juste voir si pour la personne, qu'est-ce qui est le plus intéressant, quoi. Ok, très bien. Je pense que du coup, elle a sa réponse à la question et même plus que ça. Donc, Esther, voilà, tu sais où aller si tu veux en savoir plus. Du coup, par rapport au statut juridique, ça c'est la question qui revient tout le temps. Personnellement, j'ai déjà une réponse à cette question, mais j'en ai marre de dire la même réponse, donc je préfère que ce soit des experts qui répondent. Comme ça, vous allez arrêter de poser cette question. Quel est le meilleur statut juridique pour une entreprise si on veut payer le moins d'impôts? Il n'y a pas un statut mieux que l'autre. Déjà, ça, il faut s'enlever cette idée de la tête. On est d'accord. Comme on l'a dit, c'est du cas par cas. On va pas conseiller le même statut à une personne qui est chez Pôle emploi qu'une personne qui n'a pas du tout de revenus et qui a besoin de prendre du salaire. Ça, c'est déjà très important. Et chaque statut a ses avantages et ses inconvénients. Donc, il faut vraiment voir. C'est vraiment du cas par cas, en fait. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut payer moins d'impôts à titre personnel, mais on va payer plus d'impôts à titre professionnel et inversement. Donc, c'est un peu un jeu. Alors, on peut optimiser les choses et ça, c'est du cas par cas parce que là encore, comme je disais tout à l'heure, c'est que si une personne a un problème de santé, on va plutôt l'orienter vers un statut de SASU parce que en termes de couverture sociale, c'est le mieux. Mais on va peut-être jouer entre salaire et dividende, par exemple. Ou une personne qui, lui, qui souhaite vraiment tout prendre en salaire, on va plutôt l'orienter vers une URL. Voilà, c'est vraiment du cas par cas. S'il y avait un seul statut qui ressortirait en fonction de la fiscalité, tout le monde irait vers ce statut. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a, moi, tous les jours, et Laura aussi, je pense, on crée des EURL, on crée des SASU, on conseille très bien aussi l'auto-entreprise parce que ça nous arrive aussi. Quand dans la situation du client, c'est le plus intéressant de se lancer en auto-entreprise, moi, je leur dis, foncez, quoi. Allez-y, démarrez-vous en auto-entreprise et puis on en rediscute dans peut-être quelques mois ou quelques années s'il faut changer, quoi. C'est pas parce que nous, on gère pas les auto-entreprises qu'on va pas conseiller quand même le statut d'auto-entreprise parce que nous, déjà, par le biais de notre métier, on a un devoir de conseil. Donc, si on conseille tout le temps les sociétés et tout ça, alors que c'est pas le meilleur statut, on serait plus crédible, nous, de notre côté. Il y a des moments où l'auto-entreprise, c'est vraiment le statut le plus avantageux. Et vous avez, alors, on n'en a pas parlé, mais vous avez le moment où la personne sort, par exemple, de l'école. Et donc, forcément, il y a 2 ans en arrière, elle avait quasiment pas de revenus, voire 0. Elle était peut-être chez ses parents, sur l'impôt sur le revenu de ses parents, donc 0 en revenu fiscal de référence. Là, elle va pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu. Ça, c'est pour la micro-entreprise. Donc, le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, c'est 2,2% pour les prestataires de services au niveau de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'on prend votre chiffre d'affaires, vous payez en même temps que les charges sociales trimestriellement 2,2% d'impôt sur le revenu. Et c'est fini derrière. Donc ça, c'est imbattable. Ça, c'est imbattable. Clairement, si on peut avoir en plus l'ACRE, parce qu'on aura peut-être moins de 25 ans si on sort d'études, donc ACRE
plus le prélèvement libératoire, moi, je ne pourrais jamais conseiller mieux, hein. C'est le jackpot. Donc, C'est ça. donc voilà, il y a des cas par cas comme ça Et on qu'il faut sait que prendre en compte. dans 2 ans, c'est peut-être au moment là où on va se dire, revenez vers nous, et c'est peut-être à ce moment-là que vous allez basculer dans un autre statut. En général, quelqu'un qui est étudiant et qui sort des écoles et qui veut se lancer en auto-entreprise, ou en entrepreneur plutôt, on va lui conseiller l'auto-entreprise et de revenir vers nous dans 2 ans pour qu'on puisse faire le point. Mais on garde toujours contact avec. Ça, c'est une chose qu'on fait toujours, c'est qu'on garde contact avec la personne, quoi qu'il arrive. Ok. Dernière question. Je corrige parce que je viens de voir que j'ai fait une faute en fait dans la question. Voilà. Bon, je fais un peu plus que corriger, j'écris question devant. Il répond vraiment beaucoup de temps. Ok. Donc, c'est ça. Quel conseil donnez-vous aux entrepreneurs qui ont peur de créer une société? Vraiment le dernier conseil, et puis peut-être expliquer aussi comment vous accompagnez ces personnes-là. Parce que justement, comme on a vu, la micro-entreprise, c'est hyper simple. Ok, c'est assez facile, il y a pas mal d'avantages, etc. On a vu aussi qu'il y avait des inconvénients, mais finalement, on a des personnes, donc j'ai cité Esther, mais je connais beaucoup d'autres personnes qui aimeraient oser créer vraiment une société, qui se disent est-ce que vraiment ça vaut le coup? Quel conseil est-ce que vous leur donneriez de manière générale pour dire vous avez quand même des possibilités de le faire sans prendre de risques démesurés? Parce qu'il y a toujours un risque de toute façon dans la création d'une entreprise. Déjà, on a beaucoup de clients qui, effectivement, c'est très juste ce que tu dis, c'est qu'ils ont peur parce qu'ils se disent ça va être hyper compliqué, je vais avoir plein de trucs à faire, moi j'aime pas la paperasse, enfin ça va vraiment être la cata, donc je préfère rester sur mon modèle AE, c'est plus simple. En fait, c'est pas forcément juste parce que quand on est bien accompagné, je pense qu'on a même moins de choses à faire qu'en auto-entreprise. Parce qu'en auto-entreprise, faut quand même pas oublier d'aller tout le temps sur le site de l'URSSAF se déclarer son chiffre, voilà. Donc après, tout dépend avec qui on est accompagné, mais c'est vrai que nous, principalement, je parle un peu de notre offre, mais comme on s'occupe de tout pour les clients, au final, on les prend en main en fait. C'est vraiment clé en main. On s'occupe de tout de A à Z. Donc au final, après, le client, il a juste une petite application mobile sympa pour faire ses factures de vente, prendre en photo ses frais, et ça s'arrête là en fait. Tout le reste, on s'en occupe. Donc si c'est juste une crainte, un peu phobie administrative, ça, faut vraiment la mettre de côté parce que c'est pas un vrai argument, quoi. Si on est bien accompagné, on n'aura pas besoin de se prendre la tête avec tout ça, quoi. Et si on parle de crainte au niveau budgétaire, il faut savoir qu'on peut créer une société avec 300 € de capital pour démarrer. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, on n'a pas de minimum de capital. On peut même commencer avec 1 euro. Bon, je ne le conseillerais pas parce qu'1 euro de capital, là encore, ça enlève du sérieux à la en termes d'image. C'est ça, ça fait pas très. Nous, ce qu'on conseille, c'est entre 1 000 et 2 000 € en général. Et après, le coût pour fermer, c'est 800 €. Donc, il faut se dire que s'il y a un risque, c'est entre 1 000 et 2 000 € maximum. Ça, c'est le risque. Parce que vous ne pouvez pas risquer votre patrimoine personnel dans une structure. Contrairement à une auto-entreprise où là, tout est confondu. Et ça, on n'en a pas parlé. On n'a pas parlé du patrimoine, mais le patrimoine dans une auto-entreprise, patrimoine professionnel et personnel est confondu. Par contre, dans une société, on différencie le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que on ne peut pas venir chercher sur vos biens personnels pour payer une dette que vous auriez, par exemple. Donc, il y a vraiment, on va dire quasiment pas de risque à créer une société. On a le droit d'échouer. Ça, c'est totalement et ça arrive. Nous, on a déjà eu des personnes qui ont échoué. On les a aidés au maximum. On les a accompagnés au maximum. On a essayé de trouver des solutions aussi, parce que notre rôle, c'est pas forcément d'être qu'un expert comptable, c'est aussi d'être un soutien aussi dans tout ce qui est recherche de mission. Et nous, notamment sur les prestataires de services, les freelances, on les accompagne, on les aide à trouver des missions sans leur promettre quoi que ce soit, bien évidemment. On a tellement un écosystème autour du freelance où on peut vraiment mettre en relation avec des partenaires et tout ça. Donc là aussi, on est un soutien pour nos clients. Je pense qu'un expert comptable, c'est plutôt une personne qui fait partie de votre équipe plutôt qu'une personne qui va vous restreindre. Nous, on va vraiment être là
pour vous aider et vous permettre de gagner le plus d'argent possible. Et de mémoire, vous accompagnez aussi dès la création, hein, Exactement. Ouais. pour la rédaction des statuts, etc. On s'occupe vraiment de tout. En fait, nous, on a un challenge, c'est vraiment rendre la vie des entrepreneurs plus simple et plus facile au quotidien. Donc, j'espère qu'on y arrive. Mais bon, visiblement, ça a l'air d'aller. Donc, et au niveau, je dirais, de la philosophie qu'on a, c'est qu'on met un pied à l'étrier à la personne qui souhaite se lancer. Parce que là encore, si vous passez par un avocat, si vous passez par une legal tech, type Legal Start ou autre, vous allez payer une somme. Donc, c'est toujours freinant, en fait. C'est un frein qu'on a et on peut le comprendre, nous, et c'est pour ça qu'on a cette philosophie-là. On a un frein de se dire, OK, pour créer une société, il faut que je paye 500, 800, 1000 euros. Non, nous, on a une autre philosophie, c'est de dire, on va offrir notre travail, on va les accompagner, on va donner, entre guillemets, de notre temps, de notre savoir-faire pour cette personne-là, de manière offerte, gratuite. Et derrière, bien évidemment, le but, c'est de vous satisfaire et qu'on puisse vous accompagner tout au long de votre vie de freelance, d'entrepreneur, tout simplement. Pour celles qui n'ont pas vraiment compris le truc et qui se disent mais non, c'est un truc chelou qu'ils sont en train de dire ça. En gros, il est en train de dire que la création de l'entreprise, elle est offerte. En tout cas, la partie où il vous aide sur toute cette, il vous accompagne, vous le faites même parce que nous, là, on n'a pas eu à faire grand chose quand on a créé notre société. On a besoin de votre signature quand même. Et voilà, notre signature. Le virement du capital, parce que ça, voilà, on a fait le virement du capital. On a fait la signature et puis la relecture pour vérifier si tout est correct, etc. Voilà. Mais derrière, voilà. En fait, ce qui reste à votre charge, c'est uniquement les frais obligatoires pour le greffe, pour la publication dans un journal, comme quoi vous avez bien créé ça. Malheureusement, c'est des choses qui sont vraiment obligatoires. Donc ça, c'est à votre charge. Mais là encore, on vous les avance pour pas que vous ayez à les dépenser avec votre argent perso. Vous allez déjà déposer le capital. Le capital sera remis sur votre compte bancaire. Donc, une fois que la société elle est créée, qu'on a le compte bancaire professionnel, on prélève les frais de greffe. Et comme ça, en fait, ça se puise un petit peu dans votre capital. Comme ça, au moins, vous avez juste le capital à déposer. Et nous, après, les frais de tiers, on les avance pour vous et vous nous remboursez après, quoi. Je pense que tu peux aussi rajouter, Jennifer, le délai qu'on a mis pour créer ta société. Je pense que on a l'impression que ça peut prendre 1 mois, 2 mois, mais… Non, c'était rapide. Il me semble en 1 semaine, 2 semaines, 1 semaine à 2 semaines. Ça n'a pas pris. Je pense, de mémoire, je me dis 1 semaine, mais je crois qu'il y a eu, j'ai pris un peu de temps pour relire certains trucs, mais ouais, c'était vraiment court. Et ça, pour le coup, pour moi, je pense que c'était vraiment un critère hyper important. Parce que c'est mon côté très anglaise. Voilà, je suis vraiment la personne. Depuis que j'ai vécu à l'étranger, je me permets d'être légèrement arrogante là-dessus. Ça, c'est le côté français. Voilà, c'est un côté français qui vient du fait que j'ai vécu à l'étranger et je déteste quand ça prend trop de temps. En fait, voilà. Moi, je suis très néobanque, très voilà, des choses qui vont vite quand elles peuvent aller vite, évidemment quand c'est justifié. Mais des fois, je comprends pas pourquoi il y a des trucs à l'étranger, ça se fait en 1 jour, 2 jours, etc. Pourquoi ici on prend autant de temps en fait. Donc ça, pour moi, c'était vraiment un argument de poids. Une fois qu'on s'était décidé à passer avec mon associé au stade de société, c'était un gros risque quand même. Maman, des enfants à la maison, etc. Donc voilà, ça représentait vraiment quelque chose de gros. Il fallait qu'on puisse le faire rapidement et qu'on n'ait pas ce truc de se dire voilà, ça va se faire au bout d'1 mois et puis finalement je change d'avis. Non, il fallait qu'on le fasse quand on avait prévu de le faire. Donc vraiment là-dessus, je salue le travail. Ok, franchement, merci beaucoup pour tous vos conseils. Je sais que ça va aider énormément d'entrepreneuses. Alors, vous voyez le live sur StreamYard, mais sur StreamYard, en fait, on ne voit pas comme on voit sur Facebook. En fait, sur Facebook, il y a déjà un petit décalage au niveau des commentaires et on ne voit pas le même nombre de personnes qui sont présentes. Donc là, il y a bien des personnes qui sont présentes, même si sur StreamYard, il nous dit qu'il n'y a personne. D'accord. Du coup, merci beaucoup aux filles, merci beaucoup aux audacieuses qui sont là, qui suivent le direct. Merci à celles qui ont commenté, qui nous ont expliqué par rapport aux bugs, etc. Merci Stécie parce que je t'ai reconnue. Pour celles qui vont regarder en replay, s'il vous plaît, mettez un commentaire, mettez replay, histoire qu'on voit que vous avez regardé en replay. N'hésitez pas encore si vous avez des questions, etc. On mettra les infos sur l'expert comptable. D'ailleurs, on prépare des trucs et on vous en parlera plus tard avec
avec Jen. Notre site sort très bientôt en ligne et puis le site Le Cercle des Audacieux sort bientôt en ligne et il y a plein de choses qu'on va vous annoncer. Donc, suivez. Ce direct, on va le mettre, je pense, sur le YouTube du Cercle des Audacieuses également, pour que vous puissiez le voir et le partager aussi à des personnes qui ne connaissent pas le Cercle des Audacieuses ou qui sont à la recherche d'un cabinet comme le leur. D'ailleurs, est-ce qu'on dit cabinet, agence, site web, comment est-ce qu'on doit vous qualifier? Bah, officiellement, on est un cabinet d'expertise comptable. Mais Non, on comme n'aime ça pas fait ce un peu terme. vieux jeu, On n'aime pas du tout ce terme, en fait. Nous, on- donc c'est mission réussie parce Voilà, que du coup, c'est Jennifer ça. ne sait pas. C'est Donc, ça. donc c'est plutôt Moi, cool. moi, je préfère, voilà, on est des consultants spécialistes freelance, Ok. prestataires de services, et même ceux qui font, par exemple, Esther qui fait traiteur, on ne pourra pas gérer son activité parce qu'on n'est pas spécialisé là-dedans, mais elle peut nous contacter et nous, on aura le carnet d'adresses nécessaire pour lui conseiller le partenaire le mieux adapté. Le plus adapté. Ouais. Voilà. Ouais, on a un gros Voilà. réseau, en fait. On est très bien entouré, donc on saura vous rediriger vers des bonnes personnes. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui a mis le commentaire, j'ai pas le nom qui apparaît là. Mais merci beaucoup les filles. On se tient au courant. Merci Laura, merci Damien infiniment. C'était Merci, vraiment Jennifer. génial. Et puis je vous dis à très vite. Ciao, bonne soirée. À tous. Ciao, merci à tout le monde. Bonne soirée, Bonne merci à soirée. toutes.